Je suis l'enfant chéri. Je récupère l'entreprise familiale parce que tu n'es rien sans moi, a dit mon frère. Papa était d'accord. J'ai démissionné et pris la liste des clients, qui était contractuellement la mienne. Leurs revenus ont chuté de 90% en un mois. Papa a appelé en suppliant. J'ai proposé de racheter l'entreprise pour $1. Alors, mon frère m'a vraiment dit ça en face lors d'un dîner de famille le mois dernier. Sans blague. Il m'a regardé droit dans les yeux, m'a dit que je n'étais rien sans lui, et qu'il méritait l'entreprise familiale parce qu'il était l'enfant chéri. Mon père a hoché la tête, comme si c'était juste une vérité objective que nous devions tous accepter. Spoiler, j'ai démissionné le lendemain matin, j'ai pris tous les clients avec qui j'avais tissé des liens au cours des 5 dernières années, et j'ai regardé leur précieuse entreprise couler plus vite que le Titanic. Mais nous y reviendrons. Laissez-moi vous brosser le tableau complet, car cela ne s'est pas produit dans le vide. C'est le résultat de 28 années d'histoire. J'ai 32 ans, homme. Mon frère, Jason, en a 28, homme. Nous avons grandi dans une de ces familles où tout semble parfait de l'extérieur, mais qui est complètement dysfonctionnelle dès qu'on jette un œil derrière le rideau. Mes parents dirigeaient une entreprise d'aménagement paysager commercial de taille moyenne, que mon père avait lancée dans les années 90. Rien d'extravagant, mais cela rapportait un revenu régulier et employait environ 15 personnes à son apogée. Dès la naissance de Jason, il ne pouvait rien faire de mal. Et je veux dire, littéralement rien. Ce gamin a cassé une fenêtre en jouant au football à l'intérieur quand il avait 7 ans, papa a ri en disant que c'était juste les garçons qui sont des garçons. Moi, j'ai renversé une lampe par accident à 8 ans, j'ai été privé de sortie pendant 2 semaines, et j'ai dû payer le remplacement avec l'argent de mon anniversaire. Les 2 poids 2 mesures étaient si évidents qu'on pouvait les voir depuis l'espace. Quand nous étions enfants, le favoritisme était agaçant, mais sans plus. Les enfants ne traitent pas vraiment ces choses à fond. On accepte juste que la vie n'est pas juste et on passe à autre chose. Mais en grandissant, c'est devenu plus flagrant et, honnêtement, plus dommageable. C'est au lycée que les choses ont vraiment commencé à diverger. Je me suis démené pour maintenir une moyenne presque parfaite, tout en travaillant à temps partiel dans une pépinière locale, pour économiser pour l'université. J'étais sincèrement intéressé par l'horticulture et la conception paysagère. Je passais des heures à lire sur les plantes indigènes et les pratiques d'aménagement durable. Je pensais que, peut-être, je pourrais apporter de nouvelles idées à l'entreprise familiale un jour. Je passais mes week-ends à la pépinière, à apprendre auprès d'un vieux monsieur nommé Phil, qui était dans le métier depuis 40 ans. Il m'a appris à identifier les maladies des plantes, à lire la composition du sol, et à concevoir des systèmes d'irrigation qui fonctionnaient vraiment efficacement. Je remplissais des carnets de croquis et de plantes, étudiant des livres d'architecture paysagère que j'empruntais à la bibliothèque parce que je n'avais pas les moyens de les acheter. Ma récompense pour ma réussite scolaire ? Une tape sur la tête et une leçon sur le fait que les notes ne comptent pas autant que l'expérience du monde réel. Pendant ce temps, Jason s'en sortait à peine avec une moyenne médiocre, n'a jamais gardé un emploi, passait tous ses week-ends à faire la fête, et recevait des éloges constants pour être sociable et tisser des liens. Ouais, les relations nouées lors de soirées arrosées se traduisent certainement par un succès commercial. Quand j'étais au tableau d'honneur chaque semestre, je recevais un SMS bien joué de ma mère. Quand Jason a réussi à passer l'algèbre à sa 3e tentative, ils l'ont emmené dans son restaurant de grillades préféré pour fêter ça. Je parle d'un endroit à $100 par personne. Ils ne m'ont même pas demandé si je voulais venir. En première année, j'ai participé à un concours régional de conception paysagère via mon cours d'horticulture. J'ai passé 3 mois sur mon projet, un plan complet pour convertir un jardin de banlieue en un habitat de plantes indigènes, capable de réduire la consommation d'eau de 70% tout en fournissant nourriture et abri aux pollinisateurs. J'ai gagné la 2e place et une bourse de 5 cents. Vous savez ce que mes parents ont dit ? C'est bien, chéri. Ils ne sont pas venus à la cérémonie de remise des prix. Ils n'ont pas demandé à voir le projet. Ma mère a carrément utilisé mon chèque de bourse pour aider à payer les billets du bal de promo de Jason et son dîner, parce qu'il voulait vraiment impressionner cette fille. Cette même année, Jason a intégré l'équipe réserve de basket, pas l'équipe première, la réserve. En tant que remplaçant qui a joué peut-être 5 minutes au total sur toute la saison, mes parents sont allés à chaque match, ont acheté un de ses maillots personnalisés avec son numéro, ont mis un autocollant sur leurs 2 voitures, et ont créé un album Facebook avec environ 300 photos de lui assis sur le banc. J'ai soulevé la question de cette différence de traitement une fois,
et mon père m'a dit que je devais arrêter d'être jaloux des réussites de mon frère. Les réussites de Jason? Être assis sur un banc. Quand j'ai obtenu mon diplôme de fin d'études secondaires, mes parents m'ont donné une carte avec $50 dedans. Super. Merci. Quand Jason a obtenu son diplôme 4 ans plus tard, ils ont organisé une fête énorme dans une salle locale, invité une centaine de personnes, et lui ont offert un pick-up flambant neuf, un satané Ford F-150 avec toutes les options imaginables. Son cadeau de fin d'études a coûté plus cher que toute ma première année de frais de scolarité à l'université communautaire. Je l'ai fait remarquer une fois et ma mère a littéralement dit, « Jason a juste plus d'amis avec qui fêter ça. Tu as toujours été un peu plus solitaire. » Ouais, maman. Quel soutien. Rien ne crie aux parents aimant comme traiter son enfant de solitaire quand on l'exclut activement des célébrations familiales. Je suis allé à l'université communautaire parce que nous ne pouvions pas nous permettre une école en 4 ans, ou du moins c'est ce qu'on m'a dit. J'ai travaillé à temps plein à la pépinière, suivi des cours le soir, et obtenu un diplôme d'associé en architecture paysagère. Pas de famille à la remise des diplômes parce que c'est juste une fac locale, pas une vraie université. Ces années ont été brutales, honnêtement. Je travaillais de 6h à 14h à la pépinière, je mangeais un repas rapide dans ma voiture, puis j'allais en cours de 15h à 21h. Certains semestres, je suivais aussi des cours en ligne, étudiant dans le camion pendant mes pauses déjeuner. Je survivais grâce aux boissons énergisantes, aux sandwichs bon marché et à environ 4 heures de sommeil par nuit. Quand j'ai été diplômé, j'ai invité mes parents à la cérémonie. Je les ai prévenus des semaines à l'avance. Ma mère a dit qu'ils essaieraient de venir si le match de foot amateur de Jason ne finissait pas trop tard. Ils ont choisi le match. Pendant ce temps, Jason a eu droit à un parcours tout frais payé à l'université d'État, où il a changé de majeur 4 fois et a mis 6 ans pour obtenir un diplôme en commerce. 6 ans pour un programme de 4 ans, et ils ont payé chaque semestre sans se plaindre, pendant que je mangeais des nouilles instantanées et faisais des semaines de 60 heures. Ils ont payé sa chambre universitaire, son forfait repas, ses manuels, ses voyages de vacances de printemps. Quand il a changé sa majeure du marketing à la finance, puis à la gestion, pour finir en administration des affaires, ils ont juste hoché la tête et payé les semestres supplémentaires. Sans poser de questions. J'ai fait le calcul une fois. Mes 2 années d'études complètes à la fac locale leur ont coûté $0 parce que j'ai tout payé moi-même. L'aventure universitaire de 6 ans de Jason leur a coûté près de $90,000. Après mon diplôme, j'ai commencé à travailler à temps plein pour l'entreprise familiale. Je me suis dit que j'allais prouver ma valeur, vous savez, leur montrer ce que je pouvais apporter. J'ai commencé sur le terrain en faisant le vrai travail d'aménagement paysager, planter, tondre, faire l'entretien de base. Peu importait que j'ai un diplôme. Papa insistait pour que tout le monde commence au bas de l'échelle pour comprendre le métier. Ce qui est drôle, c'est que quand Jason a finalement obtenu son diplôme et est venu travailler pour l'entreprise 2 ans plus tard, il a commencé au bureau. Il n'a jamais touché une pelle, ne s'est jamais sali les mains, et est passé directement au développement commercial, ce qui signifiait apparemment emmener des clients déjeuner avec la carte de l'entreprise, et appeler ça du travail. J'ai gravi les échelons pendant 5 ans, travail de terrain, chef d'équipe, chef de projet, puis gestionnaire de compte senior. J'ai dû me battre pour chaque promotion, j'ai dû faire mes preuves 10 fois plus que nécessaire. J'ai apporté de nouveaux clients grâce à un véritable réseautage. J'ai rejoint la chambre de commerce locale, je suis allé à des conférences de l'industrie, et j'ai noué de véritables relations avec des gestionnaires immobiliers et des promoteurs commerciaux. Ces 2 premières années sur le terrain ont été rudes. Des journées de 12 heures par 40 degrés, rentrer à la maison avec de la terre sous les ongles. Mais j'ai appris le métier depuis la base. J'ai appris ce qui fonctionnait et ce qui ne fonctionnait pas. Je me suis spécialisé dans les solutions d'aménagement paysager durable et les installations de plantes indigènes, ce qui devenait une énorme tendance. Je pouvais parler aux clients de la réduction de la consommation d'eau, de la création d'habitats pour les pollinisateurs, de l'utilisation de jardins de pluie pour la gestion des eaux pluviales. Ce n'était pas juste tondre des pelouses. C'était une conception environnementale complète, qui permettait aux clients d'économiser de l'argent et les aider à respecter les réglementations environnementales. Ma première cliente importante était une gestionnaire immobilière nommée Rebecca, qui gérait 3 immeubles de bureaux au centre-ville. J'ai monté une proposition montrant comment nous pouvions réduire leur consommation d'eau de 55% et couper les coûts d'entretien de 30% en utilisant des plantes indigènes. Elle a adoré,
et nous a donné le contrat pour les 3 propriétés. Ce compte a rapporté 78,000 $ la première année et a mené à des recommandations pour 6 autres propriétés. En 3 ans de concentration sur ce créneau, j'avais apporté environ 60% des nouvelles affaires de l'entreprise. C'étaient des contrats majeurs, parcs de bureaux, complexes industriels, développement à usage mixte, contrats d'entretien pluriannuel valant 6 chiffres par an. J'avais construit de vraies relations avec ces clients. Ils me faisaient confiance. Ils m'appelaient directement pour leurs questions. J'ai décroché ce compte massif pour un complexe industriel, valant plus de 200,000 $ par an. Le directeur de l'établissement, Tom, avait affaire à un autre entrepreneur qui n'arrêtait pas de faire des erreurs. Je lui ai proposé une période d'essai sur un bâtiment. On a assuré. 3 mois plus tard, il nous a confié les 9 bâtiments du complexe. Tom m'appelait directement pour tout. J'avais mis mon numéro de portable sur ce compte parce que je savais qu'il valait la peine d'être soigné correctement. Voici la partie importante. Quand j'ai négocié ma promotion au poste de gestionnaire de compte senior, je me suis assuré que mon contrat stipule que tous les clients que j'apportais m'étaient assignés. Mon père a signé sans réfléchir aux implications. J'avais même une clause qui disait que si je quittais l'entreprise, je pouvais emmener mes relations clients avec moi, tant que je ne les sollicitais pas directement pendant 6 mois après mon départ. Papa l'a signé. Il ne l'a probablement même pas lu en entier. Grosse erreur de sa part. Jason, pendant ce temps, a passé ces mêmes 5 années à ne rien accomplir, ou presque. Il arrivait en retard la plupart du temps, partait tôt pour des réunions clients et qui n'étaient en réalité que du golf ou des verres en journée. Il a apporté peut-être 3 nouveaux clients au total, et 2 d'entre eux étaient ses potes de fac qui nous lançaient des contrats par pitié. L'un des potes de Jason possédait un minuscule immeuble de bureau et nous a donné le contrat comme une faveur peut-être 12,000 $ par an. Jason agissait comme s'il avait décroché un contrat fortune 5 cents, s'en vantant pendant des semaines. Les clients avec qui Jason interagissait se plaignaient constamment. Il oubliait de rappeler, arrivait aux réunions sans préparation, faisait des promesses qu'il ne pouvait pas tenir. Je passais la moitié de mon temps à limiter les dégâts. Plus d'une fois, j'ai dû m'excuser personnellement auprès de clients qui l'avaient énervé et offrir des réductions juste pour les empêcher de partir. Il y avait cette gestionnaire immobilière, Linda, qui gérait un centre commercial que nous essayions de décrocher depuis des mois. Jason a insisté pour prendre la réunion, pour prouver qu'il pouvait conclure des affaires. Il est arrivé avec 15 minutes de retard, portant un pantalon kaki froissé, et n'avait rien préparé du tout. Linda a posé des questions sur notre approche des zones à fort trafic. Jason a littéralement dit, on plantera juste des plantes plus résistantes. C'était toute sa réponse. Je suis intervenu et j'ai fait toute la présentation pendant que Jason consultait son téléphone. Nous n'avons pas eu ce compte. Linda a choisi un concurrent. Elle m'a dit plus tard qu'elle ne pouvait pas faire confiance à une entreprise qui envoyait quelqu'un d'aussi peu préparé. Mais rien de tout cela n'importait pour mes parents. Jason avait un diplôme en commerce et un charisme naturel, ce qui signifiait apparemment plus que les résultats réels. Le fait que je sois personnellement responsable de plus de la moitié des revenus de l'entreprise n'était qu'un détail. Les choses ont vraiment atteint un point critique il y a environ 3 mois. Mon père a convoqué une réunion de famille un dimanche, disant qu'il voulait discuter de l'avenir de l'entreprise. Je me suis dit qu'il allait peut-être enfin reconnaître mes contributions. Peut-être parler d'une structure de partenariat. Je travaillais là depuis 7 ans à ce stade, j'avais fait mes preuves 1000 fois. Nous nous sommes assis dans la salle à manger de mes parents. Maman avait fait son rôti habituel, que personne n'a vraiment mangé parce que la tension était trop forte. Papa s'est raclé la gorge et a lâché la bombe. Il se préparait à prendre sa retraite, voulait transférer la propriété de l'entreprise au cours des 2 prochaines années, et il avait décidé que Jason devrait prendre la relève en tant que PDG et propriétaire majoritaire. Je suis resté assis là, littéralement sans voix. Jason a affiché ce petit sourire suffisant, comme s'il avait gagné quelque chose. Ma mère le regardait avec un grand sourire, comme s'il venait de guérir le cancer. J'ai enfin retrouvé ma voix. Tu es sérieux là? Papa a fait ce truc où il devient tout défensif et autoritaire. C'est une entreprise familiale et Jason est le choix naturel. Il a l'éducation commerciale et la personnalité pour diriger. La personnalité, papa? Jason n'a quasiment apporté aucun client. La plupart des gestionnaires immobiliers évitent activement de traiter avec lui parce qu'il est tellement peu fiable. Pendant ce temps,
j'ai construit tout le portefeuille commercial de cette entreprise pratiquement à partir de rien. Jason a vraiment ri. Le mec m'a ri au nez. Allez, frangin. Tu es doué pour les trucs de plantes. Je te l'accorde. Mais tu n'as pas ce qu'il faut pour diriger une entreprise. Tu n'es pas doué avec les gens. Tu es plus un gars de l'arrière-plan. Un gars de l'arrière-plan? Comme si j'étais un technicien informatique et non celui qui maintient toute l'opération à flot. Mon père a hoché la tête en signe d'approbation. Jason a raison. Tu es précieux pour l'entreprise. Ne te méprends pas. Nous voulons que tu restes à ton poste actuel, mais le leadership exige des compétences différentes. J'ai regardé ma mère, espérant peut-être un peu de soutien. Elle a juste souri de ce même sourire de soutien faux qu'elle a toujours eu et a dit, « Vous travaillerez très bien ensemble, les garçons. Jason peut s'occuper du côté affaires, et tu peux te concentrer sur ce pourquoi tu es doué. » C'est là que Jason a lâché la vraie bombe. Il s'est penché en arrière sur sa chaise, complètement détendu, et a dit, « Soyons réalistes. Tu n'es rien sans cette entreprise. Sans moi pour diriger les choses et te lancer des projets, tu serais au chômage. Tu devrais être reconnaissant que je sois prêt à te garder. » J'ai attendu que mon père le corrige, qu'il dise quelque chose comme « ce n'est pas vrai », ou « montre un peu de respect à ton frère ». Mais papa est resté assis là, ne l'a pas contredit, ne m'a pas défendu, a juste hoché la tête comme si Jason avait fait une remarque parfaitement raisonnable. Ma mère a même ajouté, « Jason est juste honnête, chérie. L'entreprise est plus grande que l'ego d'une seule personne. » Et c'était tout. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé que c'était fini. Complètement fini. Je n'ai pas discuté, je n'ai pas crié, je me suis juste levé, je leur ai dit que j'avais besoin de réfléchir, et je suis parti. J'ai conduit jusqu'à mon appartement et j'ai passé toute la nuit à éplucher mon contrat de travail et mes dossiers clients. Voyez-vous, voici ce que ma famille n'avait pas compris, parce qu'ils n'avaient jamais pris la peine de regarder mon contrat. Chaque client que j'avais apporté au cours des 5 dernières années m'était contractuellement assigné. Le contrat que mon père avait signé disait noir sur blanc que c'était mes comptes. Et la clause de départ disait que je ne pouvais pas les solliciter pendant 6 mois après mon départ, mais elle ne disait rien sur le fait qu'ils pouvaient me suivre s'ils le souhaitaient. J'ai sorti ma liste de clients et j'ai commencé à la parcourir méthodiquement. 41 comptes au total que j'avais personnellement apportés et gérés. Parmi eux, 37 étaient des contrats commerciaux majeurs valant au moins 20,000 $ par an. Les 4 autres étaient plus petits mais restaient des entreprises solides. J'avais construit de vraies relations avec ces gens. On parle de gestionnaires immobiliers que je connaissais depuis des années. Des promoteurs qui faisaient confiance à mon expertise, des directeurs d'installation qui m'appelaient directement parce qu'ils savaient que je prendrais soin d'eux. Ce n'étaient pas juste des noms dans une base de données. C'étaient des gens qui appréciaient mes connaissances et ma fiabilité. J'ai commencé à passer des appels pas pour solliciter, juste pour prendre des nouvelles. J'ai demandé comment allait leur propriété, s'ils avaient des projets à venir. Le genre d'entretien relationnel normal que je faisais régulièrement. Quoi qu'il en soit, Rebecca, cette première gestionnaire immobilière qui m'avait donné ma chance il y a des années, a répondu à la deuxième sonnerie. Nous avons discuté un peu d'une de ses propriétés, de problèmes de drainage auxquels il faisait face. Puis elle a dit quelque chose qui a pris la décision pour moi. « Tout va bien pour toi ? Tu as l'air stressé. » Je lui ai dit que j'envisageais des changements de carrière. Que je pourrais peut-être lancer ma propre entreprise axée sur l'aménagement paysager durable. Il était temps, a-t-elle dit sans hésiter. Je vais être honnête. La seule raison pour laquelle nous restons avec l'entreprise de ton père, c'est grâce à toi. Si tu pars, nous partons aussi. Fais-moi juste savoir où tu atterris. C'était la première. J'ai passé des appels similaires à Tom, à cette directrice d'installation nommée Michel qui gérait un campus technologique, à David qui dirigeait la gestion immobilière pour une chaîne de vente au détail régionale. Même réponse de la part de tous. Ils travaillaient avec moi, pas avec l'entreprise. Ce que j'ai découvert était éclairant. Il s'est avéré que beaucoup de mes clients étaient de plus en plus frustrés par l'entreprise ces derniers temps. Des erreurs de facturation que j'avais l'habitude de repérer et de corriger avant qu'elles ne deviennent des problèmes. Une mauvaise communication du bureau quand ils appelaient pour des questions. Des équipes arrivant en retard ou pas du tout. Tout ce qui arrivait quand l'incompétence de Jason contaminait les parties de l'activité que je ne contrôlais pas directement. Michel m'a raconté cet incident datant de 2 semaines.
Elle avait appelé le bureau pour un problème urgent, du vandalisme dans l'un de leurs parterres qui nécessitait une attention immédiate. Jason a répondu, lui a dit qu'il enverrait quelqu'un dans l'après-midi. Personne n'est venu. Elle a rappelé le lendemain. Jason a dit qu'il avait oublié d'enregistrer l'ordre de travail et qu'il le ferait faire demain. 2 jours de plus ont passé sans rien. Finalement, elle m'a appelé directement. J'ai fait venir une équipe en 3 heures, fait réparer les dégâts avant la fin de la journée, et lui ai envoyé des photos du travail terminé. Elle m'a dit que si jamais je quittais l'entreprise, elle me suivrait n'importe où parce qu'elle était fatiguée de gérer les bêtises de Jason. David, de la chaîne de vente au détail, avait une histoire similaire. Des problèmes de facturation qui revenaient sans cesse parce que Jason n'arrivait pas à comprendre notre système. Double facturation, ligne manquante, mauvaise propriété listée sur les factures. David a dit que son service comptable était prêt à nous lâcher complètement jusqu'à ce que je prenne personnellement en charge toute leur facturation. Plusieurs d'entre eux ont mentionné qu'ils avaient songé à chercher de nouveaux entrepreneurs. Quelques-uns m'ont même demandé directement si j'étais heureux dans l'entreprise, comme s'ils me tâtaient le terrain pour voir si je prévoyais de lancer ma propre affaire. Je ne me suis engagé à rien lors de ces appels. J'ai juste écouté, pris des notes, et commencé à élaborer un plan. J'ai passé le reste de ce week-end à faire des recherches, à examiner les licences commerciales, les exigences en matière d'assurance, les coûts de démarrage. J'avais déjà la plupart des connaissances nécessaires. Je dirigeais pratiquement le côté commercial de l'entreprise de mon père depuis des années de toute façon. J'avais juste besoin de l'officialiser. Plus je cherchais, plus cela semblait faisable. Mes frais généraux seraient minimes au début. Je pourrais fonctionner avec une équipe plus petite initialement, en gérant juste les comptes qui, je le savais, me suivraient. Je pourrais travailler depuis un bureau à domicile au lieu de louer un espace. L'équipement dont j'avais besoin, je pouvais le louer jusqu'à ce que les revenus justifient l'achat. J'ai fait les calculs de 15 façons différentes. Même dans le pire des scénarios où seulement la moitié de mes clients me suivraient, je serais rentable en 6 mois. Et d'après ces appels téléphoniques, le pire des cas ne semblait pas probable. Le lundi matin, je suis allé au bureau tôt, j'ai imprimé ma lettre de démission. Simple, professionnelle, préavis de 2 semaines. Je l'ai laissé sur le bureau de mon père avant que quiconque n'arrive. Puis je me suis assis à mon bureau et j'ai attendu. Papa est arrivé vers 8h30, a trouvé la lettre, et a immédiatement déboulé dans mon bureau en trombe. Son visage était rouge, les veines ressortaient sur son cou. « C'est quoi ce bordel ? » ? « C'est ma démission. Je pense que la formulation est assez claire. Tu ne peux pas juste démissionner. Nous avons des contrats, des projets que tu gères. Je vous donne 2 semaines pour faire la transition. C'est plus que généreux compte tenu de la façon dont j'ai été sous-estimé ici. Jason est entré à ce moment-là, café à la main, l'air confus à cause des cris. Qu'est-ce qui se passe ? Ton frère démissionne, a dit papa comme si je commettais une trahison impardonnable. Jason a vraiment eu le culot d'avoir l'air soulagé. Oh, eh bien, c'est probablement mieux comme ça de toute façon. Nous allions devoir réorganiser tes comptes sous la nouvelle structure. Ça rend juste les choses plus faciles. J'ai juste souri. Ouais, à propos de ces comptes. C'est là que j'ai sorti mon contrat, je l'ai fait glisser sur le bureau vers mon père, et j'ai pointé les sections pertinentes. Comme vous pouvez le voir, les clients que j'ai apportés me sont assignés. Et selon la section 7, paragraphe C, je suis autorisé à maintenir ces relations après mon départ tant que je ne les sollicite pas activement pendant 6 mois. La couleur a quitté le visage de papa en lisant ça. Jason a saisi le contrat, l'a parcouru, puis m'a regardé comme si je venais de faire un tour de magie. « Tu ne penses pas sérieusement prendre nos clients ?» a dit papa. « Ce ne sont pas tes clients. Ce sont mes clients. Tu as signé ce contrat, papa. Tu as accepté ces conditions. » Jason a eu cette pointe de panique dans la voix. Mais c'est genre. C'est la plupart de nos gros contrats. 63% du revenu annuel. En fait, j'ai fait le calcul. Mon père a essayé de faire marche arrière. Bon, ne soyons pas hâtifs. Peut-être qu'on peut trouver un arrangement. Un partenariat. Un partage des bénéfices. Tu as eu 7 ans pour m'offrir un partenariat. Tu as choisi de donner l'entreprise à quelqu'un qui n'a presque rien contribué, tout en me disant que je devrais être reconnaissant de garder mon emploi. Alors non, papa.
On ne va rien arranger du tout. Je me suis levé, j'ai pris mes affaires personnelles sur mon bureau, des photos, quelques livres, ma bonne agrafeuse. Je finirai mes 2 semaines si vous voulez de l'aide pour la documentation de transition. Ou vous pouvez me faire sortir tout de suite. C'est vous qui voyez. Ils ont choisi de me faire sortir. Ils pensaient probablement que ce serait une démonstration de force ou quelque chose comme ça. La sécurité m'a escorté jusqu'à ma voiture pendant que je portais mon carton d'affaires. Très dramatique, très inutile puisque j'avais littéralement proposé d'aider à la transition de mes projets. En m'éloignant, j'ai appelé mon avocat, je lui ai demandé de rédiger les statuts pour ma nouvelle entreprise. J'avais réfléchi à des noms pendant ma nuit blanche et je m'étais arrêté sur Sustainable Growth Landscaping, aménagement croissance durable. Simple, professionnel, énonçant clairement ce que nous faisions. Ensuite, j'ai appelé mon meilleur designer de l'ancienne entreprise, Cameron. Ce brillant architecte paysagiste qui en avait aussi marre des bêtises de Jason que moi. Je lui ai offert une part de 20% dans la nouvelle entreprise s'il sautait le pas avec moi. Il a dit oui avant même que j'ai fini d'expliquer le plan. À la fin de la première semaine, mon entreprise était enregistrée, un site web simple était en ligne, les cartes de visite étaient imprimées, et Cameron était à bord. J'avais aussi obtenu un prêt pour petite entreprise basé sur mes comptes clients prévisionnels. Les banques adorent prêter aux gens avec un revenu garanti, et j'avais des contrats valant des millions. La deuxième semaine a été intéressante. Mon ancienne entreprise a commencé à réaliser à quel point ils étaient foutus. Je n'étais pas là pour gérer les projets. Cameron avait démissionné aussi. Les équipes de terrain étaient perdues parce que c'était nous qui coordonnions tout en réalité. Jason a essayé de prendre le relais, mais a rapidement prouvé qu'il n'avait aucune idée du fonctionnement de nos systèmes ou des besoins des différents clients. J'ai reçu des appels de 3 clients cette semaine-là demandant ce qui se passait. Ils ne me sollicitaient pas, ils m'appelaient directement parce que les choses partaient déjà en vrille. Les équipes se présentaient aux mauvaises propriétés. Les factures contenaient des erreurs. Personne ne pouvait répondre aux questions techniques sur les installations de plantes indigènes que j'avais conçues. Je leur ai dit à chacun la même chose, j'avais quitté l'entreprise mais je n'avais pas le droit de les solliciter pour de nouvelles affaires pendant 6 mois. J'appréciais leur loyauté, mais ils devaient prendre leurs propres décisions sur avec qui travailler. Je n'ai pas vendu mes services. Je n'ai pas dit du mal de mon ancienne entreprise, j'ai juste énoncé les faits. 2 de ces 3 clients ont viré l'ancienne entreprise sur le champ et ont dit qu'ils m'attendraient. Le 3e a dit qu'ils allaient tenir le coup pour l'instant, mais m'a demandé de les tenir informés de ma nouvelle entreprise. À la 3e semaine, ma première semaine officielle en tant que propriétaire d'entreprise, mon téléphone n'arrêtait pas de sonner. Plus de clients appelaient pour demander mes plans. Je leur ai servi le même discours. Je n'ai pas sollicité, je n'ai rien vendu, j'ai juste fourni des informations quand on me le demandait, et ils ont commencé à quitter le navire en masse. Voyez-vous, voici ce que mon père et Jason n'avaient pas compris au sujet des contrats d'aménagement paysager commercial. Ce n'est pas comme le résidentiel où l'on tond les pelouses et plante des fleurs. Ce sont des relations complexes et pluriannuelles, fondées sur la confiance et l'expertise. Les gestionnaires immobiliers et les directeurs d'installation se fichent des noms d'entreprises ou des bureaux chics. Ils se soucient de la personne qui se présente, qui connaît leur propriété par cœur, et qui résout leurs problèmes. Cette personne, c'était moi depuis 5 ans. Je connaissais les bizarreries d'irrigation de chaque propriété, quelle zone nécessitait une attention particulière, quelle plante fonctionnait le mieux dans les différents microclimats. Je savais quels gestionnaires voulaient des rapports détaillés et lesquels voulaient juste que les choses soient faites. Je savais qui appeler à la mairie pour les questions de permis et quels entrepreneurs faisaient le meilleur travail pour les projets de maçonnerie paysagère. Jason ne savait rien de tout cela. Mon père était à la retraite sauf de nom, et les équipes de terrain, aussi talentueuses soient-elles, n'avaient pas les relations ou l'expertise pour gérer des comptes commerciaux complexes. Dans les 4 semaines suivant mon départ, mon ancienne entreprise a perdu 23 comptes majeurs. Ce n'était pas n'importe quel compte. C'étaient les gros contrats d'entretien pluriannuels rentables qui faisaient vivre la boîte. On parle de parcs de bureaux, de complexes industriels, de centres commerciaux, le cœur de métier de l'aménagement paysager commercial. Certains sont venus me voir directement. Certains sont allés chez des concurrents parce qu'ils étaient frustrés et ne voulaient pas attendre 6 mois pour que je commence à prendre de nouveaux contrats. Quoi qu'il en soit, ils sont partis. J'ai regardé cela se produire à travers les bruits de couloir de l'industrie. L'aménagement paysager commercial est un petit monde.
Tout le monde parle. Les gestionnaires immobiliers se connaissent. Le mot s'est vite répandu que j'avais lancé ma propre entreprise, que je faisais les choses correctement, que je me souciais vraiment des pratiques durables et du service client. Pendant ce temps, mon ancienne entreprise faisait une hémorragie de clients et n'arrivait pas à trouver comment arrêter l'hécatombe. Jason a essayé de prendre le relais, mais il était complètement dépassé. Il a fait des promesses qu'il ne pouvait pas tenir. Il a fait des offres sur des projets à des tarifs qui couvraient à peine les coûts parce qu'il ne comprenait pas le travail réel impliqué. Il a énervé les quelques clients restants en étant peu fiable. Je n'ai rien eu à faire. Je n'ai pas dit du mal d'eux. Je n'ai pas volé de clients. J'ai juste existé comme une meilleure option et laissé les forces naturelles du marché faire leur œuvre. Le chiffre d'affaires du premier mois de ma nouvelle entreprise était absolument dingue. Même avec la clause de non-sollicitation de 6 mois, j'avais des clients qui avaient quitté mon ancienne entreprise d'eux-mêmes et étaient prêts à travailler avec moi pendant l'intérim. Certains m'ont engagé comme consultant. Certains m'ont fait venir pour de nouveaux projets sur des propriétés différentes non couvertes par leurs anciens contrats. C'était tout à fait légal et réglo. Cameron et moi faisions des semaines de 70 heures, mais nous adorions chaque minute. Nous avons embauché 3 membres d'équipe expérimentés qui avaient aussi quitté l'ancienne entreprise, des gens qui étaient fatigués de l'incompétence de Jason et du favoritisme aveugle de mon père. Nous fonctionnions de manière légère et efficace, sans le gras qui vient des embauches par népotisme et des frais généraux hérités du passé. Au 2e mois, mes revenus égalaient ce que je rapportais dans l'ancienne entreprise. Sauf que maintenant, c'était mon entreprise, mes décisions, mes bénéfices. Les appels de mon père ont commencé vers la 5e semaine. D'abord, ils étaient en colère. Des accusations selon lesquelles je violais ma clause de non-concurrence, qui n'existait pas parce qu'ils n'avaient jamais pensé à en mettre une dans mon contrat. Des menaces d'action en justice que son avocat lui a rapidement dit être sans issue, car tout ce que je faisais était parfaitement légal. Quand la colère n'a pas fonctionné, il a essayé la culpabilité. De longs messages vocaux décousus sur la loyauté familiale et comment je détruisais l'entreprise que ma famille avait bâtie. Oubliant commodément que j'avais construit la majeure partie de leur activité actuelle et qu'ils avaient clairement fait savoir que je n'étais pas vraiment considéré comme de la famille quand il s'agissait de propriété. Ma mère a appelé aussi, pleurant sur le stress de mon père. Sur le fait que Jason était débordé. Comment pouvais-je faire ça à ma propre famille? Je me suis presque senti mal jusqu'à ce que je me souvienne de cette réunion de famille où ils avaient tous convenu que je n'étais rien sans eux. Jason m'envoyait des textos qui alternaient entre supplication et hostilité. Parfois, il essayait de faire appel à la loyauté fraternelle, disant que nous pourrions trouver un arrangement si je revenais simplement. D'autres fois, il me traitait d'égoïste et m'accusait de le saboter par jalousie. Le mec n'avait absolument aucune conscience de lui-même. Je n'ai répondu à aucun d'eux, je me suis juste concentré sur la construction de mon entreprise. Au 3e mois, j'ai entendu dire que l'ancienne entreprise avait perdu environ 90% de ses contrats commerciaux. Ils avaient encore quelques comptes résidentiels, les petits trucs que les potes de fac de Jason leur lançaient, mais toutes les sources de revenus majeures avaient disparu. Ils avaient dû licencier la plupart des équipes de terrain. Ils n'arrivaient pas à payer les salaires certaines semaines. Ils ont annulé le bail de leur beau bureau et ont déménagé les opérations dans le garage de mon père. Le nouveau camion coûteux qu'ils avaient acheté pour Jason a été saisi. C'était une implosion complète. Et honnêtement, je n'ai rien ressenti. Pas de satisfaction, pas de culpabilité, pas de sentiment de vengeance, juste rien. Ils avaient fait leur choix. J'avais fait les miens. Le marché avait parlé. Le 4e mois, c'est là que les choses sont devenues vraiment intéressantes. Mon père a appelé d'un numéro que je ne reconnaissais pas, alors j'ai répondu. Sa voix était différente. Plus petite, fatiguée, vaincue. Il faut qu'on parle, a-t-il dit platement. En face à face, s'il te plaît. J'ai failli dire non, mais la curiosité l'a emporté. D'accord. Au café sur Main Street demain à 14 h. Il est arrivé en ayant l'air d'avoir pris 10 ans. Des cernes sous les yeux, des vêtements qui ne lui allaient plus très bien. Il avait probablement perdu du poids à cause du stress. Il a commandé un café noir et s'est assis en face de moi sans me regarder dans les yeux. L'entreprise est finie, a-t-il dit platement. On ne peut pas payer nos dettes. On va devoir déposer le bilan dans les semaines à venir, à moins qu'on ne trouve une solution. J'ai siroté mon café. Je n'ai rien dit. Je sais que j'ai merdé, a-t-il continué.
Je sais que j'aurais dû valoriser ce que tu apportais. Je sais. Je sais que j'ai favorisé ton frère alors que je n'aurais pas dû. Ok. Il m'a regardé alors, désespéré. Est-ce qu'il y a un moyen? Est-ce qu'on pourrait trouver un arrangement? Peut-être que tu pourrais revenir. On pourrait restructurer. Non, s'il te plaît. Je t'en supplie. L'entreprise va faire faillite. Tout ce que j'ai bâti va disparaître. Tout ce que tu as bâti, papa? J'ai bâti 60% de cette entreprise. 60, j'ai apporté les clients. J'ai géré les relations. J'ai fait le vrai travail pendant que Jason se la coulait douce grâce au népotisme. Tu n'as pas bâti cette entreprise. Nous l'avons bâtie ensemble. Et puis tu as décidé de tout donner à quelqu'un qui n'a rien contribué, tout en me disant que je devrais être reconnaissant de garder mon emploi. Il a grimacé. Je sais que tu as raison. J'ai eu tort, mais s'il te plaît, il doit y avoir quelque chose à faire. J'y ai réfléchi, j'ai pesé mes options. Je pourrais la laisser couler complètement, m'éloigner et ne jamais regarder en arrière. Ou je vais te faire une offre, ai-je dit. $1. Il a cligné des yeux. Quoi? Je rachète l'entreprise pour $1. Tu me cèdes tous les actifs, tous les contrats restants, le nom de l'entreprise, tout. J'assume les dettes. Toi et Jason, vous partez les mains propres. Son visage est passé par environ 15 émotions différentes. Choc, colère, humiliation, résignation. $1? C'est insultant. C'est ce que l'entreprise vaut en ce moment. En fait, elle vaut moins que rien à cause des dettes. Je propose de prendre en charge tes passifs et de te donner une sortie propre. C'est à prendre ou à laisser. Et qu'est-ce qui nous arrive, à Jason et moi? Je m'en fiche. Trouvez du travail ailleurs. Débrouillez-vous. De la même façon que j'ai dû me débrouiller quand tu as décidé que je n'étais pas assez bien pour faire partie de l'héritage familial. Il est resté assis en silence pendant un long moment. Je pouvais le voir faire le calcul dans sa tête. Fierté contre faillite, ego contre ruine financière. J'ai besoin d'y réfléchir, a-t-il finalement dit. Tu as 48 heures. Après ça, l'offre expire et tu pourras gérer la faillite tout seul. Je l'ai laissé là avec son café froid et ses regrets. Il a rappelé 36 heures plus tard, a accepté l'offre. Nous nous sommes rencontrés au bureau de mon avocat pour signer les papiers. Mon père a eu l'air malade tout du long, c'est dans l'entreprise qu'il avait lancée il y a 30 ans pour le prix d'une barre chocolatée. Jason n'était pas là. Apparemment, il avait déjà quitté le navire. Il a décroché un poste de vente de bas niveau grâce à un ami de la famille. Il a probablement dit à tout le monde qu'il était parti volontairement pour poursuivre d'autres opportunités. Je n'ai pas demandé, je m'en fichais. Le transfert d'actifs a été assez simple. Il ne restait pas grand-chose à transférer. Quelques équipements, quelques petits contrats, le nom de l'entreprise et l'enregistrement. La plupart des choses de valeur avaient déjà été liquidées pour essayer de payer les factures. J'ai tout consolidé sous ma nouvelle structure d'entreprise. J'ai gardé le nom au Sustainable Growth Landscaping parce qu'il avait une meilleure image de marque de toute façon. J'ai assumé environ $40,000 de dettes commerciales que j'ai remboursées en 6 mois grâce aux revenus des nouveaux contrats. En moins de 8 mois après avoir quitté l'entreprise familiale, j'avais complètement reconstruit et dépassé leur chiffre d'affaires annuel maximal. Sauf que maintenant, je possédais tout. Cameron possédait 20% comme je l'avais promis. Nous avons fait entrer 2 autres partenaires juniors qui s'étaient révélés inestimables. Nous employons maintenant 23 personnes. Nous sommes la première entreprise d'aménagement paysager commercial durable de la région. Les gestionnaires immobiliers nous recherchent spécifiquement parce qu'ils savent que nous fournissons un travail de qualité et que nous nous soucions réellement de l'impact environnemental. 3 mois après le rachat, Rebecca m'a appelé pour une opportunité massive. Son entreprise s'agrandissait, rachetant le portefeuille d'un concurrent de 12 propriétés commerciales réparties sur 3 villes. Elle voulait que nous gérions tout l'aménagement paysager pour la transition. $7,000 sur 2 ans. J'ai pris le contrat pour fêter ça avec l'équipe, j'ai loué ce bon restaurant, j'ai donné des primes à tout le monde. Cameron m'a pris à part et a dit que c'était le genre de contrat que l'entreprise de mon père n'aurait jamais pu décrocher parce qu'il n'avait ni la capacité ni l'expertise. Il avait raison. 6 mois après ça, Tom m'a recommandé au directeur régional de son entreprise.
Il lançait une initiative de développement durable sur 43 propriétés dans 5 États. Il voulait un entrepreneur qui comprenait vraiment les écosystèmes indigènes et pouvait mettre en œuvre des normes cohérentes à travers plusieurs climats. Le contrat valait 2,3 millions de dollars sur 3 ans. Nous avons dû embaucher 12 personnes supplémentaires juste pour gérer l'expansion. Nous avons ouvert un deuxième bureau, acheté notre propre équipement au lieu de louer, et lancé des programmes de formation pour nos équipes sur les pratiques durables. Ce n'était plus juste une entreprise d'aménagement paysager. C'était en train de devenir une véritable opération d'envergure. Mes parents et moi ne nous sommes pas parlé depuis la signature des papiers. Jason a essayé de m'ajouter sur LinkedIn il y a quelques mois, ce que j'ai trouvé hilarant. Je n'ai pas accepté. Puis le mois dernier, il s'est passé quelque chose qui a donné l'impression que la boucle était bouclée. J'étais à une conférence de l'industrie, la même où j'avais rencontré Rebecca il y a des années. Je suis tombé sur Linda, cette gestionnaire immobilière qui nous avait rejetés à cause de l'incompétence de Jason. Elle m'a reconnu immédiatement. Elle m'a dit qu'elle avait suivi la croissance de mon entreprise et qu'elle était impressionnée par ce que nous avions construit. Puis elle a dit que son entreprise cherchait un nouvel entrepreneur paysagiste pour l'ensemble de son portefeuille. 15 propriétés. 15 serais-je intéressé pour faire une offre? Je lui ai envoyé une proposition la semaine suivante. Professionnelle, détaillée, prix compétitif. Elle nous a attribué le contrat sans même demander d'offres concurrentes. Elle a dit qu'elle avait vu assez de notre travail via les relations du secteur pour savoir que nous étions le bon choix. Le même compte que Jason avait gâché il y a des années parce qu'il ne pouvait pas prendre la peine de se préparer. Maintenant, il était à moi. La semaine suivante, j'ai reçu un appel d'un numéro inconnu. J'ai répondu en pensant que c'était un client. C'était ma mère. Elle a commencé avec la culpabilisation habituelle. Comment la santé de mon père souffrait du stress. Comment Jason avait du mal dans son nouveau travail. Comment la famille tombait en morceaux. Puis elle en est venue à la vraie raison de son appel. Ma cousine allait se marier le mois prochain. Grand mariage de famille. Tout le monde serait là. Elle voulait savoir si je viendrais, si peut-être nous pourrions parler, arranger les choses. Je lui ai dit que j'y penserais et j'ai raccroché. J'en ai discuté avec Cameron ce soir-là. Il a dit que peu importe ce que je décidais, l'équipe me soutenait. Mais il a aussi souligné que venir pourrait envoyer le mauvais message. Comme si j'étais prêt à faire semblant que tout allait bien alors que ce n'était pas le cas. J'ai décidé de ne pas y aller. J'ai envoyé un beau cadeau et une carte à ma cousine pour lui souhaiter le meilleur. Je n'ai pas mentionné pourquoi je n'assistais pas au mariage. J'ai laissé mes parents expliquer ça à la famille élargie. Ma mère a rappelé après le mariage. Apparemment, tout le monde avait demandé où j'étais. Mon père a dit aux gens que j'étais trop occupé par le travail. Jason a dit aux gens que nous avions un désaccord mais que nous étions en train de le régler. Personne n'a dit la vérité, qu'ils m'avaient rayé de la carte comme étant un moins que rien et que je leur avais prouvé de façon spectaculaire qu'ils avaient tort. Elle voulait qu'on se voie pour un café. Elle a dit que mon père avait des choses à dire. Je lui ai dit que j'y réfléchirais et je n'ai jamais rappelé. Il y a 2 semaines, nous avons signé le contrat avec ce promoteur majeur que j'ai mentionné, celui avec 5 propriétés et l'accord d'entretien de 10 ans. La valeur du contrat sur la durée de l'accord est de 4,1 millions de dollars. La plus grosse affaire de l'histoire de l'entreprise. Nous avons emmené toute l'équipe fêter ça. 23 employés, qui avaient tous un travail parce que j'avais construit quelque chose de réel au lieu de me la couler douce sur des relations familiales. Cameron a porté un toast sur la façon dont nous étions passés de 2 gars avec un camion à une puissance régionale en moins de 2 ans. Pendant la fête, mon téléphone a vibré. Un texto de Jason. La première fois qu'il me contactait directement depuis mon départ. J'ai vu l'annonce pour ton contrat de promoteur. Félicitations. C'est énorme. Je l'ai fixé pendant 1 minute. J'ai pensé à répondre. J'ai pensé à être gracieux, peut-être ouvrir une porte à la réconciliation. Puis je me suis souvenu de lui assis à cette table de salle à manger, souriant en coin pendant qu'il me disait que je n'étais rien sans eux. Je me suis souvenu de mon père hochant la tête. Je me suis souvenu des années passées à être traité comme si j'avais de la chance d'avoir un emploi dans une entreprise que j'avais bâtie. J'ai effacé le message et rangé mon téléphone. Hier, Cameron et moi avons rencontré des investisseurs pour l'ouverture d'un 3e site. Ils ont adoré notre trajectoire de croissance, nos taux de rétention client,
notre réputation dans l'industrie, et nous ont proposé une injection de capital qui nous permettrait de nous étendre dans 2 États supplémentaires. Nous l'envisageons, cela signifierait plus d'embauches, plus d'équipements, plus de complexité. Mais c'est le genre de problème que j'ai toujours voulu avoir. Trop de succès à gérer avec notre capacité actuelle. Pendant ce temps, j'ai entendu par les mêmes bruits de couloir que le travail de consultant de mon père s'était tari. Le bruit a couru sur ce qui s'était passé avec son entreprise. Les clients ne veulent pas travailler avec quelqu'un qui a coulé une opération réussie par manque de jugement. Jason en est apparemment à son 3e emploi depuis son départ. La vente ne marche pas pour lui. Il s'avère que quand on ne peut pas se reposer sur les relations familiales et qu'on doit réellement produire des résultats, les choses deviennent plus difficiles. Mes parents ont vendu leur maison et ont emménagé dans un petit appartement en copropriété à l'autre bout de la ville. Rien de tragique. Ils vont bien financièrement grâce à la vente de la maison. Ils ne vivent juste plus le train de vie auquel ils s'étaient habitués. Et moi? Je suis assis dans mon vrai bureau, pas le garage de mon père, pas un espace loué, mais un bureau que nous possédons dans un immeuble que nous achetons. Je regarde des contrats valant des millions, je gère une équipe qui respecte mon expertise, et je construis quelque chose qui est entièrement à moi.